Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on l'est là. On va commencer sur une note un peu léger pour se faire plaisir. C'est vrai que lorsqu'on parle d'un ours, c'est pas vraiment léger, mais on va quand même le faire puisque c'est le titre du livre de Philippe Morvan, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Philippe Morvan. Bonsoir. Et Koulsoum Le Hibou, bonsoir. Bonsoir Gismi, bonsoir Philippe. Bonne année à vous deux. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais écrit l'ours et Koulsoum. Après j'ai dit non, faut pas quand je dis, faut pas me tromper. Le titre c'est bien l'ours. C'est l'ours. Ours. Voilà. Ah c'est ours. C'est Voilà, ours. ours. Ah d'accord. Okay. Et en fait surnom du héros. Si on peut montrer à la caméra ici. Ça serait bien, non alors, non, mais c'était bon, allez-y, montrez la caméra, voilà. Ours, donc Philippe Morvan. J'allais dire, j'ai pas lu le livre, donc je vais pas raconter de bêtises, mais ça parle de quoi? Alors, Ours, c'est l'histoire de, un peu dans le contexte de la guerre de décolonisation. En fait, il y a 3 pays fondamentaux, l'Algérie, le Vietnam, et puis il atterrit chez les Indiens en Amérique, les Navaros. Et voilà, donc c'est l'évolution de ce héros, on va dire, Gabriel Morange. Voilà. Les Navaros aux États-Unis? Oui, alors en fait, je me suis inspiré de la vie d'un de mes ancêtres qui a vécu à peu près, alors beaucoup, ça, le livre est très romancé, hein, mais j'ai un ancêtre effectivement qui s'appelle le père Antonin Daucher, qui a vécu ces histoires, alors pas tout à fait à la même époque, un peu plus tôt dans l'histoire. Là, je les ai un petit peu reculés pour arriver dans les dernières guerres indiennes avec les Apaches, les Navaros, puis d'abord les Navaros, puis après les Apaches. Mais en fait, c'est ce personnage historique qui était c'était un curé. Donc c'était pas directement mon ancêtre, hein, mais c'était mon arrière-oncle, disons. Et il avait fait les guerres coloniales et ensuite il s'est engagé comme missionnaire chez les Indiens Pueblos du sud-ouest des États-Unis. C'est un peu plus près du Mexique, ça? Oui, c'est dans le Nouveau-Mexique. Ouais, c'est le Nouveau-Mexique. Et du coup, là, j'ai un petit peu modifié pour romancer beaucoup plus l'histoire. Et j'ai dérivé, au lieu de la Tunisie, j'ai mis l'Algérie, qui était un peu plus tard. Au lieu du Tonkin, j'ai mis, bon, c'était un peu pareil, mais le Vietnam, un peu plus tardif. Et ensuite, chez les Navaros et les Apaches, qui étaient les derniers combattants indiens historiquement. Et voilà, Geronimo, c'était le dernier des derniers, quoi, qui a combattu contre l'homme blanc, en fait. Geronimo. Voilà, effectivement. Donc, on est à la fin du 19e siècle. Ce jeune homme, il part en Algérie. Alors, on va juste commencer à savoir où est-ce qu'il est né, ce jeune homme. Alors, mon ancêtre étant né en Auvergne, j'ai fait naître le héros en Auvergne aussi, mais un petit village juste à côté. Pas trop loin de la bataille où a lieu Gergovie. Voilà, justement. Juste au pied de la colline, ouais. Au pied de la colline. Et donc, il va partir en Algérie parce que son père, avant lui, y était, et son père meurt. Et donc, il part dans l'idée de le venger. Mais en fait, quand il y arrive, c'est pas du tout dans cette philosophie-là qu'il a. On commence à voir notre héros commencer à évoluer. C'est un chemin initiatique ou c'est un... Oui, tout à fait. En fait, voilà, je l'ai voulu comme ça et je pense que le héros réel, mon ancêtre, a un peu vécu ça. C'est-à-dire qu'au départ, il est abreuvé dans sa jeunesse, son père étant mort à la guerre en Algérie, il est abreuvé d'images qu'on lui sert un petit peu partout à l'école, dans la famille, etc., de gens civilisés qui vont civiliser le monde et d'autres qui sont des sauvages et puis qui les massacrent, etc., etc. Et donc il part dans cette idée-là en disant moi je vais faire comme mon père et je vais le venger, et je vais voilà. Et puis donc petit à petit il se rend compte que ce qu'on lui a raconté n'est pas tout à fait juste, voire complètement faux, même si bien sûr rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir partout. Mais voilà, il a une évolution qui se fait, et encore beaucoup plus au niveau du Vietnam, où il y a eu des choses aussi qui n'étaient pas très très jolies forcément. Et donc ensuite, il essaie de se racheter, et il cherche la rédemption dans le... Payer pour ce qu'ont fait ses ancêtres, c'est ça?
pour expier déjà ce qu'il lui a fait, puisque en fait, il ne fait pas que du bien, hein. Il a une évolution, mais il est pris dans la masse, pris dans le mouvement dans les mouvements de foule. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'un mouvement de foule. Bah oui, il reste soldat, hein. C'est un soldat qui arrive. Quelqu'un de très bien pris dans un mouvement de foule ou même dans une idéologie majoritaire. Il perd son identité, il perd son caractère, il fait peut perdre tout, y compris tout à fait sa volonté, son identité. Et il est face aussi à l'absurdité, la méchanceté des autres soldats qui l'accompagnent, et il se sent un peu seul. Il se sent souvent, il est jamais dans le groupe. En fait, il est dans un groupe tout en étant seul dans un groupe. Chaque fois. Est-ce que c'est à chaque fois une remise en cause de ce qu'il est ? Oui, exactement. À chaque fois, parce qu'il va grandir. Hein, on arrive à la fin du roman, il grandit. Hein, il grandit. On a plusieurs étapes de sa vie où il va changer. Oui, effectivement. Parce que entre l'Algérie, le Vietnam et l'Amérique du Nord, c'est des contextes c'est des environnements qui sont très différents. Et est-ce qu'il y a une volonté de l'auteur de soumettre le héros à des environnements parfois totalement, vraiment très différents? Voire hostiles. Oui, mais c'est une volonté surtout de voyage, puisque en fait, ça a été vécu comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait les guerres coloniales à l'époque. Quand on s'engageait dans l'armée, c'était même pas un engagement en fait. C'était la circonscription. Oui, une mobilisation. Presque un peu, oui. Une mobilisation. Et donc, c'était pour 4 ans. Hein, donc, c'était le service militaire de l'époque. Voilà. Il y avait 4 ans. Après, ça a changé. Il y a eu des périodes de l'histoire, ça a changé. Mais là, c'était sur de très longue période. Et donc, il a vraiment vécu plusieurs guerres coloniales, donc plusieurs lieux coloniaux. Et ensuite, il a vraiment été aux États-Unis. Donc, pour moi aussi, c'était l'occasion, dans la mesure où j'avais vu à peu près tous ces pays. J'avais visité en tant que touriste tous ces pays-là. Ça a été l'occasion aussi de voyage pour moi et de faire voyager aussi les lecteurs, d'avoir plusieurs lieux comme ça, plusieurs climats très différents entre l'Algérie, le Vietnam très tropical et à nouveau le désert sud-ouest américain. Dans les 3 lieux cités, on voit aussi que la France a joué un rôle à un moment ou un autre de l'histoire dans ces pays-là. La France, à la fin, par exemple, la France va participer à l'indépendance des États-Unis. La France aura été au Vietnam, également en Tunisie, en Algérie. C'était un point de repère ou c'est de suivre aussi un petit peu? C'était surtout dans la mesure où le personnage est français, il a été forcément amené à aller dans des endroits où la France a joué un rôle majeur, surtout Vietnam, Algérie, un petit peu moins aux États-Unis puisque c'était bien avant la guerre d'indépendance, etc. Mais bon, oui, effectivement. Et de toute façon, sur ce pays des États-Unis, le sud-ouest américain, il y a eu beaucoup effectivement une grosse colonie de missionnaires auvergnats qui ont été envoyés sur ce pays-là. Alors, il se trouve que je parle de missionnaire, parce qu'on peut dire, ouais, mais le missionnaire, c'est aussi quelque part un colon et quelqu'un qui impose sa vue, etc., évidemment. Mais du coup, c'est vrai que le personnage, là aussi, évolue au fil du temps, et à la fin, il perd complètement la foi, il se défroque. Même, alors que ça, c'est pas forcément arrivé à mon ancêtre. Il est resté missionnaire pendant 35 ans dans le même village. Mais voilà, c'est une évolution aussi que j'ai souhaité pour ce personnage-là. Et puis l'idée de soldat missionnaire, donc il faisait déjà des études un peu, et puis il a arrêté, il est allé venger son père. Oui. Ensuite, il revient quand il est blessé du Vietnam, il revient, il reprend ses études parce qu'il est totalement dans sa tête. Des études des séminaires, théologie. Parce qu'à l'époque, pour les gens pauvres, il y avait deux façons de sortir de la pauvreté. Dans les campagnes françaises, c'était soit les armes, soit l'armée, soit curé, quoi. Donc devenir quelqu'un, c'était faire le séminaire. D'accord. Juste pour avoir une éducation déjà. Voilà. Et donc il est séminaire. Donc quand on est séminaire, on voit ces belles choses, on apprend ces belles choses dans la Bible, tout ce qu'on y lit. Mais quand il repart, à un moment, il n'arrive pas à adhérer, il n'arrive pas à coller cette théorie et la réalité qu'il y a sous ses yeux quand il est c'est ça, dans il s'aperçoit que
tout ce qu'on lui a dit avant, que ce soit au niveau du séminaire ou au niveau de l'éducation, de l'éducation générale, même dans sa famille, etc., ne colle pas avec la réalité du terrain, quoi. Et donc il y a un cheminement dans son esprit. Alors je sais que certains m'ont reproché en disant c'est un peu trop idéaliste. À cette époque, les gens étaient tellement construits sur une éducation qu'ils ne pouvaient pas devenir... c'est faux. Il y a eu des gens qui ont été... j'ai encore vu récemment un feuilleton qui s'appelle... Enfin, je ne sais plus, c'est Little... L'oiseau du bon Dieu, je crois, en français. Et c'est sur la vie de John Brown. John Brown, un blanc abolitionniste et anti-esclavagiste américain qui a lutté jusqu'à la mort, lui et sa famille, pour sauver des esclaves et qui a fait des guerres, qui a fait une sorte de révolution, etc. Je ne connaissais pas du tout le personnage. Et ce gars, c'était bien avant la période c'était au milieu du 19e siècle, et c'est bien quelqu'un qui a évolué, qui s'est dit non, c'est pas normal, c'est pas possible, on peut pas laisser ça. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas si irréaliste que des gens à l'époque aient vu plus loin que le bout de leur nez. Ouais, mais vous parlez quand même de moments forts, de mots forts en disant génocide, que c'est quand même un génocide. Ça, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Je pense que je ne suis pas le seul, si j'ai rien inventé, mais il y a eu des génocides qui ont été reconnus, le génocide juif, le génocide arménien, le génocide indien. S'il n'est pas reconnu quelque part, c'est incompréhensible. C'est le premier génocide historiquement. C'est un fait de toute façon, que ce soit, quel que soit le génocide, ceux qui ont massacré ces peuples ne veulent pas le reconnaître. Oui, on voit encore aujourd'hui la posture du président turc lorsqu'on parle du génocide arménien. À chaque fois, il sort de ses gonds. Oui, tout à fait. Mais c'est normal. C'est pas quelque chose qui est facile à reconnaître. Mais à un moment, c'est aussi un acte de rédemption. Parce que lui-même n'est pas responsable de toute façon. Et c'est pas lui qui a participé. Oui. Ce sont ses ancêtres, même si c'est pas très ancien. Et là, c'est pareil pour le génocide amérindien. Ça date de plusieurs décennies. Quand il arrive, donc, ils sont presque à la fin. Voilà, ça honorerait les Américains d'aujourd'hui de reconnaître ce génocide. Mais même ça, personne ne veut le faire, personne ne veut reconnaître la... Non, parce que j'imagine que derrière, il doit y avoir des reconnaissances de territoire, de dettes à payer, certainement, des choses comme ça, qui engagent peut-être un peu l'État américain et qui, ils veulent sûrement pas s'engager et mettre le doigt dans l'engrenage, mais quelque part, c'est pas normal, c'est clair. En Australie, ils ont commencé à reconnaître... Pour les aborigènes. Dédommagement pour les aborigènes. Au moins restituer un peu les terres. Et restituer les terres. C'est un changement de mentalité qui commence quand même et des prises de conscience aussi. Ouais. Et puis je pense qu'avec avec les réseaux, tout ça, il y a des choses qui commencent à se faire savoir plus. Finalement, par rapport à ce que j'ai entendu, en tout cas, ce n'est pas simple pour le personnage du livre. Sa route est très controversée. Enfin, sa posture est très controversée parce que à choisir de quel côté il va choisir, quel camp il va choisir, et vous n'avez même pas laissé le choix, quelque part. Ah non, moi, je ne lui ai pas laissé le choix. Je veux dire, non, mais par contre, c'est vrai il passe pour un traître à des moments, surtout à l'armée, et puis même au niveau de la religion, de sa hiérarchie, à un moment, il est défroqué, quoi, en fait. Oui, parce que finalement, ce genre de personnage, j'allais dire que d'être totalement... Parce quand on est en proie au temps avec sa conscience et qu'on rejette toutes ces choses qu'on voit, il y a un moment où l'individu, il est un petit peu perdu quand même. Et dans le livre, est-ce qu'on sent que... Ah oui, il est totalement perdu à un moment. Alors là, l'image qui me reste, c'est que quand ils sont au Vietnam et que tu as toutes ces jeunes filles qui courent et qui se font massacrer, qui sont petits, il dit, mais ce sont quand même des enfants. Il est... adossé contre un arbre comme ça, et il est comme recroquevillé sur lui-même, et là, il est en train de réfléchir, il a tout ça qui bourdonne dans sa tête, oui, on le sent perdu. Mais je pense que c'est juste une réaction humaine, j'imagine que plein de soldats de l'époque et de nos jours encore, en Irak ou ailleurs, doivent ressentir ce genre de choses en voyant ce qu'ils voient. Enfin, je pense que c'est perturbant, plus au-delà de tout, c'est-à-dire c'est carrément... ça rend fou, quoi. Ça rend fou, ce genre de choses. Il faut être quasiment psychopathe
pour ne pas être dérangé par ce qu'on voit dans une guerre. Ah, bien sûr. J'imagine. Hein, moi, je me vois pas forcément vers la guerre, mais si un jour je dois la faire, je sais que j'en sortirai pas indemne, c'est pas possible. J'ai oublié le nom du film, mais on voyait une scène où les soldats américains envahissaient le camp des Indiens et ils avaient capturé 2 ou 3 enfants. Et le soldat regarde son supérieur hiérarchique en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et le supérieur hiérarchique répond les louveteaux deviennent des loups. Ah ouais. Oui, tout à fait. Voilà, il y a un peu ça aussi. J'ai du mal à croire que quelqu'un même dans l'armée, même idéologisé à mort, puisse dire ce genre de choses. Mais bon, j'imagine que ça a dû arriver. J'imagine que des gens ont dû obéir aux ordres sans réfléchir, en disant les ordres sont les ordres, je suis soldat, c'est comme ça, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont dû dire non, c'est pas possible. Si Tahiti a laissé la vie et a passé devant le peloton, je refuse d'obéir à cet ordre-là. J'imagine qu'il y a eu de tout. J'imagine pas, j'en suis sûr. Alors maintenant, on va parler un peu parce que vous n'êtes pas votre premier roman, hein, vous en avez écrit d'autres. Sous pseudonyme, oui. Et oui, vous avez aussi écrit des bibliothèques vertes. J'ai vu ça. Voilà, il y a très longtemps. Et là, vous avez quelque chose sur le feu, préparer quelque chose. J'ai un second roman qui devait sortir au mois de mai, qui a été repoussé pour cause de confinement Covid en métropole. Donc, du coup, ils ont repoussé. Là, j'ai la date qui est annoncée pour le 24 Toujours février. Chez Calman Lévy Toujours chez Calman Lévy. J'ai donc la date du 24 février, en espérant la tenir, sauf Covid, oui, sauf les protocoles. Covid oblige, voilà, on sait pas, je m'engage plus trop, mais normalement, le 24 février, il y a un nouveau roman qui sort, aussi sur des sujets un petit peu proches, avec l'Afrique du Sud, les guerres anglo-zoulou, les guerres anglo-bourg. Et le sujet Bourg, du métissage. je ne sais pas ce que c'est. Bourg, c'est les Afrikaners. Ah, en fait, d'accord. en français, on dit Boer. Ok, on dit les d'accord. Boer, c'est pour ça. Boer, mais la prononciation sud-africaine, c'est Bourg. Ah, ok. Du coup, d'accord. moi, j'ai dit Bourg. Les Néerlandais de l'époque qui sont donc allés en Afrique du Sud et qui sont toujours, hein, il y en a qui sont restés. Ah oui, bien sûr, hein, c'est des Africains. Ils font partie des Sud-Africains. Aujourd'hui, ce sont des Sud-Africains. Oui, ils sont là depuis, les plus anciens sont là depuis 1605 ans. Enfin, tout proche de nous, là. Au bout d'un moment, de toute façon, eux-mêmes se considèrent comme des Africains. Afrikaner veut dire Africain. Ils se considèrent comme des Africains blancs. Alors c'est vrai que les rapports avec les Noirs d'Afrique du Sud, bon voilà, j'en parle dans le futur livre, c'est jamais simple. C'est vrai que ça a tendance maintenant à se stabiliser un peu, surtout après la présidence de Nelson Mandela, qui a beaucoup fait pour la réconciliation, même si bien sûr il y aura toujours des deux côtés des extrêmes. Hein, bien sûr. Voilà, mais je pense que ça va se stabiliser et que c'est un pays qui va se métisser. Disons qu'après pas Ramaphosa, c'est l'autre, c'était juste avant, il y avait Zuma. Jacob Zuma. Zuma n'a pas été un bon président. Non, je pense que depuis Thabo Mbeki, Nelson Mandela, qui était quasiment un prophète, charismatique, oui. Charismatique, qui a fait beaucoup et qui a été aimé de tout le monde. Non, surtout lui, il a vraiment parlé de réconciliation. Et il a vraiment, quand je revois des films ou quand je revois des moments de sa vie, lui, il a vraiment parlé de réconciliation. Et surtout, il a une vision pour son pays. Et surtout, c'est là où il est pratiquement messianique, hein, c'est qu'en fait, il a beaucoup souffert. Il a fait 30 années de prison, je ne sais pas combien exactement, mais et malgré tout, quand il est sorti, il n'a pas dit allez, comme Mugabe l'a fait par exemple au Zimbabwe, allez, vengeons-nous, brûlons tout, tuons les bourgs. Comme ça s'est passé au Zimbabwe, où d'ailleurs le pays s'est effondré tout de suite. Il a eu la vision, il a dit ok, on passe l'éponge, on fait la commission conciliation et vérité, etc. Et vraiment, pour moi, c'est presque un messie, quoi. Et en 94, il va faire un geste qui va, je pense, qui va aider à ça. C'est l'Afrique du Sud devient champion du monde de rugby, je crois. 95, je crois. 95, et ça, il sera là pour donner pour prendre la coupe avec le nom du capitaine sud-africain à l'époque. Pinard. Ouais, Pinard. François Pinard.
Non, c'est vrai, ça a été parce qu'il il avait le maillot, jersey, maillot sud-africain, de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Qui était majoritairement blanche à l'époque. Voilà, il avait la casquette. Et il faut savoir aussi que dans cette équipe-là, le premier noir est arrivé. Il y avait un seul noir en 95 quand ils ont été champions du monde. C'était Chester Williams qui était venu à La Réunion un peu plus tard. Parce que moi, je jouais au rugby à l'époque à La Réunion. Donc, il était venu, on avait rencontré quelqu'un de super sympa. Et maintenant, l'équipe sud-africaine, quand on la voit jouer, c'est pratiquement 50-50 et de plus en plus de noirs. Parce qu'en fait, en Afrique du Sud, c'est un pays, j'en parle dans le prochain roman, et je trouve ça absurde. Ça a toujours été comme ça. C'est un pays qui catégorise par noirs, métis, blancs, etc. Enfin, ils sont très, très catégorisés. Et moi, je parle de cette absurdité. Des fois, je vois dans les réseaux sociaux, ils se disputent pour savoir si le gars est afrikaner ou métis. Parce que c'est comme ici, si il y a un zoréole, on se dit est-ce que c'est vraiment un zoréole ou un créole? C'est ridicule tout ça. Enfin, à un moment, il faut passer à autre chose. Je veux dire, il n'y a pas de race de toute façon. Ça n'existe pas les races. Il y a eu la race humaine et puis c'est tout. Après, le métissage, justement, c'est absurde. Je veux dire, pourquoi essayer de classer les gens comme métis, comme noirs, comme ça? Parce que celui qui a lancé la mode, il a réussi parce que tout le monde, il y a beaucoup qui le suivent. C'est ça le problème. Il y a toujours des suiveurs qui ne réfléchissent pas. Ça a été vraiment très enrichissant pour cet échange. Merci donc Philippe Morvan. Merci à vous. On aura l'occasion de vous recevoir pour le prochain livre que vous allez avec plaisir, s'il sort le 24 février, à La Réunion, peut-être avec un peu de retard, comme souvent, mais bon, il devrait. De toute façon, on attendra. On attendra. Merci. Merci à vous. Cet échange. Merci également, Koulsoum Leibou. On va changer de sujet, on va écouter Frédéric Régent. Il a parlé également de Sudelfuma, de nouveau du livre, et voir un petit peu qu'est-ce que lui veut essayer d'apporter à la suite de Sudelfuma. Cet ouvrage, pour vous, d'abord, l'essentiel? Bien, c'est un ouvrage en hommage à Sudelfuma. Cet ouvrage donc rassemble les contributions sur la notion de résistance en situation esclavagiste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sudelfuma avait initié le grand séminaire d'histoire des Outre-mer, donc qui est une rencontre de chercheurs annuelle qui se fait une fois à La Réunion, une fois aux Antilles, une fois à Paris, et qui existe depuis 2012. Et donc cet ouvrage, c'est finalement la publication d'un certain nombre d'articles de ces conférences qui s'interrogent sur la notion de résistance. En effet, le thème de résistance est beaucoup utilisé par les historiens et on se pose la question de savoir si est-ce qu'il peut être utilisé à tout moment. Est-ce que lorsqu'un esclave agit contre son maître, est-ce qu'il agit contre l'esclavage? Je vais prendre un exemple, par exemple un esclave qui vole pour se nourrir. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une résistance politique à l'esclavage ou comme un acte de survie? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ouvrage s'appelle « Acte de résistance », parce qu'il semble qu'on est plus dans des notions concrètes d'opposition que dans la conception d'une résistance consciente à l'esclavage. Si on regarde l'histoire de l'esclavage, on voit qu'au départ, c'est juste un rapport de force. Comment on explique que, en termes de sociologie, que ce rapport de force est devenu un élément économique? Alors, la plupart des sociétés humaines reposent sur le rapport de force et sur l'exploitation des plus faibles par les plus puissants.
La particularité de l'esclavage, c'est de s'intégrer dans une communauté, dans une économie beaucoup plus large. Ça, c'est un facteur que l'on voit très souvent dans toutes les sociétés esclavagistes, que ce soit l'Empire romain, le monde arabo-musulman. C'est toujours de cette manière que cela se fait. C'est-à-dire que ce sont des esclaves qui viennent d'horizons extérieurs, lointains. Donc ce sont ces personnes-là qui sont réduites en esclavage. Et effectivement, ce qui est utilisé pour les réduire en esclavage, c'est le fait de que certains anthropologues appellent donc l'étranger ultime, et on profite de cette situation pour réduire donc des hommes à l'exploitation la plus totale. Mais il y a quand même des similitudes avec des situations bien présentes, notamment lorsque on voit le recours au travail clandestin de personnes qui sont sous-payées. Alors ce n'est plus de l'esclavage, mais c'est toujours, une fois de plus, des personnes qui viennent de très loin, qui sont exploitées. On voit dans la posture de Sudelfuma justement cette volonté de montrer que ce soit à l'époque de l'esclavage ou aujourd'hui, on a usé et abusé de ces systèmes-là pour assouvir le peuple le plus faible. Oui, alors ce système de domination est avant tout pour permettre l'enrichissement des maîtres. Nous connaissons tous l'engagement politique de Sudelfuma. Ce n'était pas uniquement un historien, il a été vice-président du Conseil général. Donc l'hommage qu'on souhaite lui rendre, c'est à la fois en tant qu'historien, en tant que personnage public, en tant qu'homme. Et c'est sûr que le message qui se dégage de nos travaux, c'est une volonté de remettre en cause ces systèmes de domination des plus faibles par les plus forts. Comment vous, en tant que maître de conférence, vous expliquerez, vous analyserez cette volonté qu'il avait de vouloir mettre en avant l'identité réunionnaise, parce que l'esclavage pour lui était un des piliers de cette identité? Alors, moi je l'ai vu à travers ce qu'il a fait. Et je pense qu'au-delà de l'identité réunionnaise, il est responsable de la chaire UNESCO, il avait vraiment une vision océan Indien des choses. Il organisait des colloques avec des collègues du Mozambique, de Madagascar, de l'Inde, de l'île Maurice, de la Réunion. Et donc il était effectivement très attaché à ce monde de l'océan Indien, qu'il a toujours considéré comme donc un monde qui avait de fortes connexions et dont il fallait justement renouveler les relations. Et on le voit, parfois il faut attendre le 20 décembre, mais au-delà même de ce que pouvait dire Sudelfuma, mais surtout dans ce qu'il était, c'était vraiment quelqu'un qui avait une identité très marquée de l'océan Indien. Et ça, aujourd'hui, est-ce que c'est une chose qu'il faut mettre en avant? Parce que entre les îles des Mascareignes ou bien l'archipel des Comores ou des Seychelles, on voit que les connexions se mettent en place. Comment faire en sorte aujourd'hui pour que l'identité de l'océan Indien ou de la Réunion ait sa place dans cette mondialisation? La question est très vaste. Maintenant, je me contenterai uniquement de la question en histoire. C'est important que l'histoire de l'océan Indien soit connue, ne serait-ce que sur l'histoire de l'esclavage. Vous voyez, on a tendance à dire traite transatlantique, mais en ce qui concerne l'océan Indien, la traite des esclaves, c'était une traite dans l'océan Indien. Donc l'Atlantique, là-dedans, on avait été quand même très éloigné. Et donc, il y a vraiment effectivement une défense des spécificités de cet esclavage dans l'océan Indien.
sait, par exemple, c'est que les navires qui faisaient la traite dans l'océan Indien transportaient beaucoup moins d'esclaves que les navires la faisant dans l'océan Atlantique, mais aussi transportaient des bœufs, transportaient du riz venant de Madagascar, par exemple. Et cette traite s'inscrivait dans des circuits vraiment très localisés. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas parler de commerce triangulaire lorsqu'on parle de la traite dans l'océan Indien. Et pourtant, je crois que c'est ce qu'on apprend aux élèves. C'est une traite en droiture. Les navires partent directement de la Réunion ou de l'île Maurice pour aller s'approvisionner à Madagascar ou au Mozambique ou à Zanzibar. Donc voilà, il y a une responsabilité des chercheurs, des universitaires pour faire avancer cette histoire de l'île de la Réunion, mais voilà, connectée avec l'ensemble de son bassin océanique.